Bonjour, donc l'idée aujourd'hui ça va être de vous présenter les bases de Git. Donc je vais faire un petit tour en ligne de commande, hein, puisque c'est plutôt pour les commandes. Et puis après je ferai une ouverture sur la fin. Donc on va créer un projet fictif hein, pour ce faire. Donc bah je vais ouvrir tout simplement un Git bash, ce sera plus simple. Voilà. Je vais dans mes repos. Alors déjà la première chose à savoir, c'est que il y a pas mal d'abus de langage autour de Git. Il faut distinguer on va dire les SaaS ou les solutions en ligne du programme Git en lui-même. Souvent on les associe ensemble, mais GitHub n'est pas la même chose que Git tout court, le programme qu'on installe sur le PC. Donc regardons ça. Déjà, allons dans les repos, créons un projet. Donc on va créer un dossier test Git. Voilà, je me déplace dans le dossier. Une des premières commandes qu'on peut faire, après tout dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est on peut initier le projet Git. Donc git init. Voilà. Donc je rajoute la petite commande. Voilà. Et toujours, j'essaie de m'y retrouver, hein, donc je donne des commentaires. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Généralement, il y a un petit fichier qu'on ajoute qui va s'appeler le gitignore pour éviter de suivre, parce que le but de Git, c'est tout ce qui est gestion de l'historique. Nous, en tant que programmeur, on l'utilise notamment bah, pour la gestion de notre code source, mais on peut l'utiliser pas uniquement dans le cadre de la gestion du code source. Donc on va ajouter ce petit programme Gitignore. Donc déjà, je peux aller dans mes repos. Voilà. Je peux tout simplement générer un Gitignore. Donc ça c'est Perplexity, c'est une IA. Je peux générer un Gitignore avec l'IA, par exemple avec Claude, Perplexity ou ChatGPT, mais je peux aussi chercher un Gitignore. Par exemple, on va prendre le cas de C Sharp, hein, mais ça pourrait être un autre langage, hein. Voilà. Et bon, là on n'est pas sur les programmes exécutables, hein, donc je peux prendre le risque. Puis on voit que les autres utilisateurs donnent aussi leur avis, hein. C'est intéressant de lire ce que disent les autres. Bon, là on est sur un projet de test, hein, donc on peut se permettre de copier. Donc on va créer ce petit fichier gitignore. Alors là je le fais en texte, mais après on pourra le renommer. Parce que là le problème qu'on va avoir, bah là on le voit, hein, il me le fait en extension txt. Chose qui, il faut pas qu'il soit en txt, il faut qu'il n'ait pas d'extension. Bon, je vais la ligne de commande. Je fais un petit ls, je regarde mes fichiers. Gitignore txt ça va pas. J'aurais pu faire une ligne de commande, soit un touch, soit avec PowerShell, créer un fichier. Mais là, vu que je suis avec Gitbash, j'aurais pu faire un touch. Mais bon, je l'ai pas fait, donc bah, c'est pas grave, hein. On est là pour corriger ces erreurs. Voilà. Donc là, ça apparaît comme un fichier caché, puisqu'il y a un point devant. Et on n'est pas sur. Ouais, c'est pas LA, c'est LS, hein. Ma tête qui a. Voilà, et on voit le petit fichier caché. Voilà, .gitignore. Donc ce fichier, il sert, comme son nom l'indique, à ignorer des fichiers que je ne voudrais pas tracer dans mon historique. Donc c'est pas interdit de modifier. Par exemple, je vais ajouter un fichier que je ne veux pas tracer. Par exemple, fichier inutile.txt. Voilà. Donc très bien, j'ai modifié mon gitignore. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, notre but, ça va être de faire un petit tour des commandes. Donc on regarde, je vais pris quelques notes. Déjà, on a git statut pour voir le statut de notre
projet. Donc déjà, je vais créer un fichier. Donc là, on lit ce qui est écrit, c'est important. En IT, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à copier-coller dans l'IA sans regarder ce qui est écrit. C'est pas grave, ça se corrige, mais on lit ce qui est écrit. Là, il nous dit untracked file, donc fichiers qui ne sont pas suivis. Qu'est-ce qui se passe si je fais git add-a? Je refais git statut. Change to be committed. Excusez-moi pour l'accent anglais, hein, je suis pas anglais natif et j'ai pas travaillé suffisamment, c'est pas grave. Donc en gros, c'est les changements. Une fois que j'ai fait git add-a, donc ça ajoute tous les fichiers que je peux ajouter. C'est les changements en vue du futur commit. Donc là, par exemple, je vais créer un autre fichier, mais lui, je ne vais pas l'ajouter. Quand je fais un git statut, voilà, lui, il apparaît comme non suivi. Donc ça veut dire que quand je vais faire un commit, avec "-m", c'est l'option qui permet de spécifier un message, voilà, init project, eh bien, il ne sera pas dans mon commit. Et on le voit qu'il n'est pas dans mon commit. Et une autre commande qui est très pratique, donc si on résume, git statut, ça permet de voir est-ce que je dois ajouter, est-ce que je dois mettre à mon prochain commit. C'est essentiellement pour ça que j'utilise personnellement. Je dis pas que ça fait que ça, mais c'est pour ça que j'utilise. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que bah, quand on a commité, et vu que le but avec Git c'est de versionner, c'est-à-dire d'historiser son code, bah, en fait, chaque commit il a un identifiant technique, c'est ce qu'on appelle le hash, qui est là. Et donc on voit que Guillaume Bertrand, bah, il a commité à 20h32. Voilà. Puis on a le petit message de commit. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que l'autre commande qu'on va utiliser assez fréquemment, c'est le fait de pousser ces modifications. Or, là, j'ai pas de modif en fait. Ouais, j'ai pas de repo distant pour pousser mes modifications quelque part. Là, pour l'instant, je suis qu'en local. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un repository. Alors là, je le fais sur la plateforme GitHub, mais il n'y a pas que GitHub dans la vie, hein. Il y a aussi d'autres concurrents tels que Bitbucket ou tout simplement GitLab. Donc, voilà. Hop, voilà. Et donc là, ce qui est bien quand je crée un repo, c'est que j'ai littéralement les instructions qui me permettent de lier ce repo distant à mon repo local. Pour rappel, Git, c'est comment on appelle ça? Décentralisé, voilà. Il y a d'autres systèmes de versionning que je ne citerai pas ici parce qu'ils sont très peu utilisés en pratique, où on n'est pas en mode décentralisé. Donc je vais ajouter cette origine, c'est-à-dire origine, c'est un nom par défaut. On va vulgariser en disant la dépendance. Je mettrai un commentaire si c'est pas exactement. On va lier entre guillemets le distant et le local. Donc voilà. Et donc là, ça veut dire que quand je fais ça, alors là, il va me dire normalement, il va mettre un petit message d'erreur. Voilà. Et en fait, ce que je peux faire, c'est faire un raccourci. Normalement, bon, on va faire comme il dit. Toujours lire les messages. On fait ce qu'il dit. Voilà, il nous dit, en fait, il faut que tu set, en gros, il faut que tu crées le lien, en gros, hein, entre le local et le distance. Et là, on lui a déclaré qu'on travaille avec un repo distant, qu'on nomme origine, qu'on alias avec origine, entre guillemets. Et là, maintenant, il faut qu'on fasse l'action de lier. Donc, on y va. Voilà. Et donc là, si on regarde ici, voilà, ben là, c'est bon, on voit nos modifs sur GitHub. Ensuite, ce qui va se passer, donc, pour rappel, commande de base, git statut, git add.
espace-a, git commit message, git push, c'est hyper important, ça permet d'envoyer. Mais là, le problème, c'est que souvent on entend parler de branche. Là, pour l'instant, on n'a pas créé de branche. D'ailleurs, on voit que c'est suggéré directement dans l'interface de GitHub. La question fondamentale, c'est pas seulement faire des commandes, c'est quand on fait ces branches. Ces branches, on va les faire souvent par rapport à trois choses. Bah, déjà, ça dépend si on bosse tout seul ou en équipe, ou même tout seul, on peut être amené à le faire. C'est quelque chose qui est assez discuté, il y a plusieurs approches, etc. Là, ce que je donne, c'est des généralités. Je donne pas une méthode absolue. Donc, c'est quoi les cas? Ça va être généralement on va avoir une branche pour le développement. Master ou main, ça va être plutôt pour la prod. Et en dehors de ces branches, pour la dev et la prod, et ça c'est contestable, hein, il y a certaines façons de travailler avec Git où on fait pas exactement comme ça, hein. C'est vraiment par mesure de vulgarisation parce que il faut bien montrer une façon, hein. Au bout d'un moment, on doit bien commencer. On va avoir généralement des branches de features, des branches de fixes et éventuellement d'autres fixes. Voilà. Donc on a des façons de nommer les branches. Après, ça dépend un peu de chaque client, de chaque industrie. Certains vont vous dire qu'il n'y a une seule façon de bien faire. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas une seule façon de bien faire. Voilà. Donc, je vais pas aborder le Gitflow ici. Donc ça, c'est une notion un petit peu plus avancée. Mais c'est ce vers quoi il faut aller. C'est-à-dire, il faut aller vers certains standards, etc. Là, on aborde juste ici les commandes, utiles tout le temps. Ce qui va nous intéresser, on parle de branche, ben, il faut créer cette branche. Donc, bah, tout simplement, git switch-c, nom de la nouvelle branche. Voilà, hein. Et là, un petit guide branche, comme ça je sais où je suis. Je suis sur ma nouvelle branche. Je le vois parce que j'ai le petit étoile, c'est en vert. Donc voilà. Et bah maintenant, voilà, vu que je suis sur une branche, ça veut dire que je vais pouvoir faire du travail, committer, et que bah après, je vais pouvoir pousser ce travail. Donc bah tout simplement, je vais créer un troisième fichier. Voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit que le fichier n'a pas été commité. Donc, si je voulais pas le commiter, imaginons là, je me dis j'ai fait n'importe quoi. Bah, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mes modifications de côté avec git stash. Voilà. Là, je refais un git statut. Et vu que ça n'a pas été ajouté, merde. Voilà. Alors, désolé, je suis tellement habitué, je fais pas tout à fait le même clavier. Et donc là, on voit que j'ai mis de côté en fait. J'ai fait git stash et j'ai plus mes fichiers en attente. Donc là, en fait, j'ai un espace de travail clean. Donc, et voire même, je peux carrément mettre du texte dedans, hein. C'est pas interdit. Voilà. Je peux aller regarder ce qu'il y a dans ce fichier. Voilà, je vois test, test, test. C'est cohérent. Et ce qui se passe, c'est que bah là, je vais créer cette branche sur GitHub. Alors, quand on travaille en équipe, on cherche à ne pas avoir 15 000 branches. Une fois que le travail il est fait, on a tendance à supprimer ces branches de features. Puis là, bah, je rafraîchis. Qu'est-ce qui se passe à côté GitHub? Ma nouvelle branche. Alors, bah, c'est normal, en fait, j'ai juste créé une branche, mais j'ai pas fait de commit. Là, quand je regarde mon guide statut, là j'ai toujours un fichier, bah, il faut que je l'ajoute et puis il faut que je commit. Donc j'y vais.
Donc, généralement, il y a aussi des règles pour les messages de commit. On cherche à avoir un titre clair. Il y a certaines personnes qui scopent par rapport à la feature, par rapport aux fichiers qui sont touchés, et par rapport à l'idée générale de ce qui a été fait, et voire même qui rajoute une description très détaillée. Ça, pareil, c'est des notions un petit peu plus avancées, ça va au-delà de juste de taper des commandes. Ça pourrait quasiment être abordé dans une vidéo séparée. Ça veut pas dire qu'on sait pas bien faire. Là, le but, c'est juste de présenter les commandes de base, hein. Et donc, bah, une fois que j'ai mon commit, bah, je regarde mes logs, hein. C'est toujours intéressant. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Alors là, je fais tout en ligne de commande, mais bien sûr, ça peut être fait via des UX. J'en ai pas parlé, mais tout ce qu'on voit en ligne de commande, ça peut être fait avec des outils graphiques tels que GitHub Desktop, qui est le plus connu, ou SourceTree. SourceTree, c'est pour Altacian, ou GitKraken, qui était, j'ai utilisé il y a, bon, en 2 ans, ça a dû changer, mais c'était vraiment le leader, mais en utilisation business, c'est payant. Ou même dans les IDE JetBrains, vous avez la gestion de Git qui est intégrée, et pas que dans les IDE JetBrains, hein, dans d'autres IDE open source. Il y a énormément d'IDE qui gèrent bah, tout simplement, même dans Visual Studio, hein, vous pouvez gérer Git. Donc sans avoir à taper toutes ces commandes. Le but, c'est quand même, c'est un peu les bases de connaître les commandes, d'où le fait de présenter les commandes. Donc on a vu Git statut, là où on en est. Git add, faut rajouter ces fichiers au prochain commit. Git commit-m, le message qu'on veut mettre, c'est pour faire une validation, pour faire un commit, c'est-à-dire en gros on jalonne dans le temps notre historique, hein, voilà. Alors là ça transparaît pas trop parce que on voit qu'on a initié le projet et puis on voit qu'on a un vrai fichier 1. Mais dans la vraie vie, ça sera avec des fonctionnalités, avec des fixes, des bug fixes, etc. Et là ce qui se passe, c'est que j'ai ma branche et je peux rechanger de branche. Donc git switch nom de ma branche. Et désolé, je suis tellement habitué parce que maintenant c'est plus master mais main. Donc là je suis de nouveau sur master. Et ce qui est bien, c'est que si on regarde bien, master il n'a pas les modifs qu'il y a sur ma nouvelle branche. Parce que je n'ai pas mergé, je n'ai pas mis ensemble les modifs. Voilà. Et là, avec la commande git diff, je vois que mes diffs, entre guillemets, mes différences, bah, ça porte sur le fichier vrai fichier.txt et que bah, master, on voit qu'il n'a pas le fichier vrai fichier txt parce qu'il y a des moins moins moins. On voit qu'il y a du rouge, donc il n'a pas test test test. Et ce qui va se passer si je veux... Alors, généralement, on va pas le faire dans le repo local, on va faire des pull requests. Ça, pareil, c'est une notion un peu plus avancée. Pull request. Ah, donc via l'interface GitHub ou tout autre type d'interface, il n'y a pas que GitHub dans la vie, on peut réunir les deux branches. Et donc, on va faire git merge ma nouvelle branche. Et donc là, si je fais git diff, ben, j'ai plus de diff. Voilà, c'est ce qu'on voit, il n'y a plus de diff. Donc on voit que j'utilise beaucoup la commande gitlog. La gitlog, ça me renvoie les listes de modifs. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit, quand on regarde bien, on voit aussi l'état actuel où on est. Bah, juste après la commande gitlog, c'est le dernier commit. On voit qu'on a master et ma nouvelle branche qui est là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à distance, bah, on est sur le commit d'avant parce que c'est entre parenthèses, c'est pas au même niveau. Donc si je fais git push, si je fais git log, on voit que origin master est au bon niveau, mais on voit que la branche, ma nouvelle branche, elle est encore sur l'ancien commit. Bon, là, moi, en fait, j'ai mergé. Donc, j'évite de garder des branches qui n'ont plus de sens puisque c'est dans master. On imagine que tout a été validé. En théorie, on fait une peer review, etc., hein. Là, je suis tout seul, donc ça va être difficile de peer reviewer. Je peux peer reviewer moi-même. La peer review, finalement, quand je suis tout seul, ça va être de regarder le diff et de voir si j'ai pas fait d'ânerie. Et puis de suivre des standards, hein, tout simplement. Et donc là, j'ai plus qu'une branche. J'aurais pu le faire en ligne de commande, hein, à distance. Ça, pareil, c'est une situation un petit peu plus avancée.
Mais voilà, on voit qu'il y a finalement 1, 2, 3, 4, 5. On peut rajouter guide switch et guide branche. Donc on voit qu'on a en gros une dizaine de commandes qui est utile tout le temps. Et après, il y a des commandes un petit peu plus utilisées moins fréquemment, pas forcément moins utiles. Mais en gros, hein, voilà, ce qui revient, c'est le statut, le add, le commit. Moi, je me sers beaucoup du log. J'aime bien voir la liste de commits, me faire une idée sur un projet. Souvent, les gens ont tendance à délaisser un petit peu. Là, comme on le voit ici, hein, j'ai pas fait des messages d'une grande qualité. Je me sers beaucoup de la création de branches, donc switch. Je vais beaucoup lister les branches que j'ai, donc il y a guide branche. Je vais aussi changer de branche, je vous le fais de switcher. Aussi, je vais pousser mes modifs, euh, mettre ensemble, donc c'est-à-dire merger, mettre ensemble des branches. Et aussi, il y a des points qu'on n'a pas du tout abordés, c'est-à-dire la gestion des conflits, les retours arrière, etc., etc.